Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que votre porte est bien verrouillée. Aujourd'hui, je vais vous lire une histoire de suspense de Pierre Bellemare, écrite en collaboration par Marie-Thérèse Cuny, Jean-François Namias, Jean-Paul Rouland. Allez go, c'est parti. Générique. Le silence. Vendredi 15 janvier 1938, 2 heures de l'après-midi. La secrétaire de Martin Harrison, 36 ans, patron d'une importante agence immobilière, est inquiète. Il est parti avec un client à 11 heures et il n'est toujours pas de retour. Pourtant, il aurait dû revenir pour déjeuner. Le téléphone sonne. Elle décroche. Au bout du fil, une voix étrange. « Allô ? Monsieur Harrison est entre nos mains. Avertissez son père qu'il prépare une rançon de $500 000. Et surtout qu'il ne prévienne pas la police. Comme preuve, vous recevrez une lettre de Martin Harrison au courrier de 17 heures. » Affolée, la secrétaire appelle Monsieur Harrison père. C'est une des plus grosses fortunes de San Francisco. Il se met immédiatement en rapport avec le chef de la police, Greg Parker. Celui-ci commence à prendre les mesures habituelles en pareil cas. Il informe de la nouvelle ses collaborateurs immédiats, ainsi que quelques correspondants de journaux qui sont, comme tous les jours, à l'affût des informations au siège central de la police. Mais, de toute manière, on ne peut rien entendre pour l'instant. Il faut attendre la lettre de la victime. La lettre arrive, comme annoncé, à 17 heures. Monsieur Harrison père l'ouvre. C'est bien l'écriture de son fils. Il la lit à haute voix devant Greg Parker, et à mesure qu'il la lit, sa voix se brise. « Cher papa, je suis séquestré par 5 hommes qui exigent chacun $100 000. Procure-toi le plus vite possible $500 000 en billets usagés sans signe distinctif. Les numéros ne doivent pas se suivre. Surtout ne préviens pas la police. Ils me tueront immédiatement s'ils l'apprennent par les journaux ou la radio. » Le chef de la police bondit sur le téléphone. Il a pris la menace au sérieux. Il sait que dans le cas d'enlèvement d'adultes, les ravisseurs n'hésitent pas à supprimer leurs victimes s'ils se sentent en danger. Or, la nouvelle est déjà connue de plusieurs journaux. Il faut absolument les empêcher de la publier. À San Francisco en 1938, il y a 9 stations de radio, 3 agences de presse, 5 quotidiens, plus d'une douzaine de journaux de moindre importance. Tandis que M. Harrison père compulse fébrilement l'annuaire et lui passe les numéros, Greg Parker les appelle les uns après les autres. Ici, le chef de la police, un enlèvement vient d'avoir lieu dans la ville. Une rançon de $500 000 est exigée. Êtes-vous au courant ? Les nouvelles vont vite dans le milieu journalistique. Une bonne partie des organes d'information est effectivement au courant. Greg Parker s'exprime d'un ton pressant, presque suppliant. « Je vous demande de ne parler de rien avant que l'affaire soit terminée. » À chaque fois, la réponse est la même. « D'accord, à condition que tout le monde en fasse autant. » Greg Parker le promet, alors qu'il n'est sûr de rien. « Vous avez ma parole. Et je m'engage à vous tenir au courant de tous les développements de l'enquête. » Dimanche 17 janvier 1938. Pour ne pas attirer l'attention, Greg Parker s'est installé dans un bureau du palais de justice. C'est de là qu'il dirige les opérations. Même à l'intérieur de la police, il a tenu la nouvelle secrète. Seuls 20 inspecteurs d'élite sont au courant et se tiennent en relation constante avec lui. À tous les autres, aux agents en uniforme en particulier, on a distribué une photo de Martin Harrison, en leur disant seulement qu'il était recherché. À 11 heures du matin, la voiture de la victime est découverte, dans un parking de la ville. Elle est aussitôt amenée dans la cour du palais de justice, où les spécialistes de l'identité cherchent les empreintes éventuelles. L'examen n'ayant rien donné, elle est reconduite au parking, à la place qu'elle occupait, et un inspecteur est laissé en faction. À 4 heures de l'après-midi, le chef de la police convoque les journalistes pour une conférence de presse.
Il leur a demandé d'arriver séparément pour ne pas donner l'éveil. Et, tandis qu'il leur raconte en détail les événements de la journée, la radio, les journaux se consacrent aux nouvelles sportives et à la maigre actualité politique du jour. Pour les habitants de San Francisco, ce 17 janvier est un dimanche comme tant d'autres, où il ne se passe rien. Lundi 18 janvier, au courrier, il y a une nouvelle lettre de Martin Harrison. « Cher papa, Dieu merci tu n'as pas prévenu la police. Surtout ne le fais pas maintenant. Ils sont plus que jamais décidés à me tuer s'ils l'apprennent. J'espère que tu as réuni la rançon. Ils t'appelleront ce soir au téléphone pour te donner leurs instructions. » Greg Parker arrête immédiatement son plan. À cette époque, à San Francisco, le téléphone n'est pas encore automatique. Toutes les standardistes de la ville reçoivent le numéro de M. Harrison père. Elles ont la consigne de retarder au maximum les appels qui lui sont destinés afin que les spécialistes aient la possibilité de les localiser. Le soir, toutes les forces de police disponibles patrouilleront et seront prêtes à se rendre en quelques minutes à l'endroit indiqué. Mais sera-t-il possible d'attendre jusqu'au soir ? Car au même moment, un rebondissement dramatique est en train de se produire. Un journaliste de San Francisco vient de téléphoner à un ami qui travaille à l'agence Associated Press à New York pour lui raconter toute l'histoire. Est-ce que la communication était mauvaise ? Est-ce qu'il y a eu simplement un malentendu ? Mais l'ami new-yorkais n'a pas compris que la vie d'un homme était en jeu. Et à 17h, son agence diffuse la nouvelle. Toutes les rédactions des États-Unis voient tomber sur leur téléscripteur « Enlèvement à San Francisco, rançon de $500 000 réclamée ». Greg Parker, prévenu immédiatement, téléphone à New York. En quelques mots, il explique tout au directeur de l'agence. À 10h15, tombe une nouvelle dépêche de l'Associated Press. Enlèvement de San Francisco, la nouvelle doit rester secrète. La vie d'un homme en dépend. Chez les journalistes de San Francisco, la tension monte de minute en minute. Maintenant, tous les organes d'information des États-Unis sont au courant. Les principales stations de radio ne parleront pas, c'est sûr. Mais les autres... Il n'y a pas dans la profession que des gens scrupuleux. Si une feuille de province, un petit poste local s'emparait de la nouvelle, une information sensationnelle, inédite, quel tirage, quelle audience, quel coup de publicité ce serait ? Le temps passe lentement. Le soir arrive enfin. Monsieur Harrison père et le chef de la police ont les yeux fixés sur le téléphone. À 8h30, il sonne. C'est la même voix d'homme étrange, sans doute déformée à travers un mouchoir. « Monsieur Harrison, écoutez-moi bien. » Soudain, la communication s'interrompt. On entend la voix de la standardiste. « Vous avez été coupé. Allô ? Demandeur ? Parlez, demandeur. » Un long grésillement suit, coupé de bribes de mots inintelligibles. Greg Parker a un soupir de soulagement. Ses instructions ont été parfaitement exécutées. L'appel va pouvoir être identifié. Et effectivement, le spécialiste des télécommunications l'appelle peu après, par radio. C'est la cabine téléphonique 115, sur le port. Il y a une voiture de police à moins de 200 mètres. Greg Parker entre immédiatement en contact avec elle. L'inspecteur qui lui répond fait partie de ceux qui sont dans le secret. Il sait ce qu'il doit faire. La communication téléphonique a été enfin rétablie. Tandis que le ravisseur explique les détails de la remise de la rançon, la voiture de police fonce vers la cabine. En un instant, elle est cernée. L'homme est ceinturé. Il est pris. Le ravisseur comprend tout de suite que la partie est perdue et que sa seule chance est de tout avouer. Il dit tout. L'endroit où est séquestrée la victime et le nom de son complice. Car ils ne sont que deux. Quelques minutes plus tard, les policiers sont sur les lieux. Une baraque misérable du port.
Il frappe à la porte selon le code convenu. Un homme vient leur ouvrir. Lui aussi est totalement surpris. Il n'a plus qu'à délivrer Martin Harrison, attaché sur un lit. Le lendemain, tous les journaux, toutes les radios de San Francisco et des États-Unis annoncent la sensationnelle nouvelle. Martin Harrison a été enlevé le 15 janvier. La presse a tenu la nouvelle secrète pendant 3 jours. Il est sauvé, grâce à elle. Monsieur Harrison père, d'ailleurs, ne s'y est pas trompé. Quelques jours plus tard, il a remis solennellement $100 000 à la caisse d'entraide des journalistes. Et voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour m'encourager dans mon travail. À bientôt.